Paris, la première destination mondiale du tourisme. Chaque année, plus de 16 millions de voyageurs s'émerveillent devant les nombreux monuments que compte la capitale, comme Notre-Dame, le Grand Palais ou les Invalides. Pourtant, si ces monuments n'ont plus de secret pour personne, une de leurs facettes reste encore méconnue, leur toit spectaculaire. Charpents démesurés, dômes gigantesques, coupoles métalliques, verrières magistrales et toitures de zinc, la capitale recèle de nombreuses structures aériennes hors du commun. Le toit fait partie de l'architecture parisienne. On appelle d'ailleurs souvent la toiture aujourd'hui la 5e façade. Le Grand Palais, c'est évidemment un élément extrêmement important de l'identité parisienne. Quand on voit la coupole, on voit les Galeries Lafayette. Depuis plus d'un millénaire, compagnons, architectes et ingénieurs défient les lois de la physique et du génie civil pour construire des toits qui sont des extraordinaires concentrés de technologie. Le point, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait aucun point porteur, il n'y a aucun poteau, aucune colonne à l'intérieur. C'est une innovation complète puisque ça n'a jamais été utilisé dans le bâtiment. Comment ces bâtisseurs de l'extrême se mesurent-ils au défi d'ériger ces structures monumentales à des centaines de mètres du sol? On est un peu les maîtres du ciel quelque part là. Quelles techniques et savoir-faire ont permis les chantiers impossibles de ces toits mythiques? Ça a été un chantier titanesque pour nos ateliers. 550 000 feuilles d'or, on fait ça qu'une fois dans sa vie. Des chantiers historiques qui vont parfois jusqu'à repousser les limites de la construction. Notre-Dame de Paris, c'est une cathédrale de record. Des toits qui, en plus d'être des témoins des prouesses techniques de toutes les époques, sont devenus au fil du temps de véritables œuvres d'art. Voici les structures incroyables qui leur permettent de se maintenir à des dizaines de mètres en altitude, parfois depuis plusieurs siècles. Départ immédiat pour un voyage au cœur des toits de Paris. L'architecture parisienne est le résultat de 2000 ans d'histoire et d'innovation technique. Comme la capitale n'a jamais été détruite, des témoins de toutes les époques se trouvent à chaque coin de rue, mais aussi sur les toits. Cette mosaïque de toitures bleues et grises est même mondialement connue. Une gigantesque surface qui s'étend sur près de 6000 hectares et qui est aujourd'hui garante de l'identité parisienne. Quand on regarde des photos, qu'on voit Paris vu d'en haut, on a vraiment cette homogénéité qui est due aux matériaux utilisés. Et le zinc et l'ardoise vont définir ce profil très caractéristique des toits dits à la mansarde, des toits parisiens, gris foncé pour l'ardoise, gris plus clair pour le zinc, qui vont définir le profil des toits de Paris de manière extrêmement forte. Mais les toits de Paris n'ont pas toujours eu ces allures de décor de carte postale. Car ce n'est qu'à partir du 19e siècle que le zinc et l'ardoise sont utilisés en masse dans la capitale. Pendant des siècles avant, les matériaux et les techniques ne vont cesser d'évoluer. La construction d'un toit dépend avant tout des matériaux disponibles à proximité. Au Moyen-Âge, les toits de Paris n'ont rien à voir avec ceux que l'on trouve aujourd'hui. Au Moyen-Âge, Paris est une ville très dense, une ville donc composée de bâtiments assez étroits, serrés les uns contre les autres, et surmontés de toitures assez hautes. C'est plutôt des toitures couvertes en chaume, en tuiles de bois. Au Moyen-Âge, les toits sont pentus et principalement couverts avec du bois et de la chaume, un mélange de paille et de roseau. Déjà à l'époque, la forme en pointe des toits de Paris suscite la curiosité et l'admiration des Français. Certaines habitations aristocratiques, de seigneurs, de nobles, avaient des terrasses accessibles, dans l'idée qu'on pouvait monter pour contempler le paysage. Donc déjà, dès le Moyen-Âge, il y a cette idée que le toit est un paysage qui mérite d'être admiré. À l'époque, la capitale offre un panorama chaotique dont les toitures perpendiculaires à la rue sont imbriquées les unes dans les autres. Mais un toit va bientôt dépasser toutes ces pointes pour remettre de l'ordre dans ce paysage et s'ériger en repère central de la ville, la cathédrale Notre-Dame de Paris. Commencée en 1163, elle remplace une ancienne cathédrale romane devenue trop petite pour accueillir tous les fidèles. La nouvelle cathédrale devra donc être immense. C'était le plus haut gratte-ciel de Paris, de la région. Notre-Dame de Paris, quand elle est commencée, elle a comme objectif d'être la plus grande cathédrale du royaume de France. Notre-Dame est terminée au XIVe siècle après plus de 200 ans de travaux. 200 ans au cours desquels les maîtres d'œuvre se sont succédés et ont déployé les dernières techniques de pointe pour être à la hauteur du défi.
Notre-Dame de Paris, c'est une cathédrale de record. En fait, à chaque fois qu'on a construit quelque chose à Notre-Dame de Paris, c'était pour le porter soit plus haut, soit plus large, plus grand, plus lumineux. La structure doit être poussée à son extrême. Ici, les voûtes culminent à 33 mètres, 35 mètres, ce qui était déjà à l'époque le record de hauteur de construction. Et là où la cathédrale bat tous les records, c'est au niveau de son toit, aux dimensions vertigineuses. 13 mètres de large et 48 au niveau du transept, la partie la plus large de la nef pour 128 mètres de long, soit presque la longueur de 5 terrains de basket. Quant à la forme de la toiture, elle n'est bien sûr pas laissée au hasard. Le toit monte extrêmement haut, à une pente beaucoup plus forte qu'une toiture telle qu'on le faisait à l'époque. À Notre-Dame de Paris, on doit être dans les 50 et quelques % de pente. On est en région parisienne, il pleut, c'est un climat modéré, mais enfin, il pleut quand même. Donc on a dans cette région-là des toits relativement pentus qui doivent évacuer le plus vite possible l'eau. Pour écouler au mieux les eaux de pluie et éviter les infiltrations à l'intérieur de la cathédrale, les bâtisseurs du Moyen-Âge choisissent de recouvrir le toit de plomb, un matériau que l'on utilise déjà à l'époque, mais uniquement pour les édifices de prestige comme les églises ou les châteaux. Il présente de nombreux avantages. Il est très étanche et résiste au feu, ce qui en fait le matériau idéal pour un toit. Le plomb est un matériau très dense, très lourd. On l'utilise en feuilles, parfois en feuilles de très grande dimension. On peut le laminer, on peut le plier, on peut l'adapter aussi à une mode de mise en place qui permet de faire recouvrir les feuilles les unes avec les autres. On peut le percer. Donc c'est un matériau qui est effectivement très pratique. Mais habiller l'immense toit de la cathédrale ne sera pas une mince affaire. Pas moins de 1326 plaques seront nécessaires pour couvrir la gigantesque surface. Des plaques lourdes qu'il va falloir monter une à une à plus de 50 mètres de haut. Une table de plomb, ça fait environ 1,50 m par 60 de large et par 4-5 mm d'épaisseur. Donc imaginez le poids de telles feuilles. Il va falloir les monter, la fixer, la tenir, et puis ensuite en remonter une deuxième, etc. Heureusement que les compagnons bâtisseurs du Moyen-Âge sont robustes, car au final, c'est plus de 210 tonnes de plomb qu'ils devront transporter. Une fois en haut, il faut poser les plaques selon une technique particulière, que le plombier du Moyen-Âge maîtrise parfaitement. On couvre évidemment la charpente d'une couche de bois, on a un plancher en bois. Là-dessus, on va clouer, fixer des pinces qui permettent ensuite de soutenir la table de plomb quand on la pose et qu'on la cloue sur la volige. La couverture est l'étape finale d'un chantier titanesque, mais elle n'est rendue possible que parce que les compagnons ont réalisé auparavant un véritable tour de force en construisant dessous la plus grande charpente de France. On estime qu'il y a eu 1300 chaînes qui ont été abattues pour arriver à constituer cet ensemble. 1300 arbres, soit 21 hectares. Il ne fallait rien de moins qu'une forêt pour soutenir le poids de la couverture en plomb de Notre-Dame. C'est d'ailleurs le surnom que l'on donne à cette charpente. Une structure gigantesque qui s'étend sur 4 niveaux de poutres pour une hauteur totale de 10 mètres de haut. Cela peut paraître incroyable, mais 850 ans plus tard, c'est toujours la charpente d'origine. Notre-Dame n'a jamais brûlé, touchant du bois. C'est des arbres qui avaient plusieurs centaines d'années, donc il y a des arbres dans Notre-Dame qui ont connu le 8e ou le 9e siècle. Et c'est miraculeux, si vous voulez, à la limite, qu'on arrive encore aujourd'hui à avoir autant de pièces de bois du Moyen-Âge au-dessus de cette cathédrale. Heureusement pour nos bâtisseurs du Moyen-Âge, la Seine passe juste à côté de la cathédrale, ce qui permet d'acheminer le bois au pied du chantier. Une fois sur place, les charpentiers font des tests d'assemblage des différents morceaux de bois au sol, en commençant par les fermes, les pièces triangulaires sur lesquelles repose le poids de la couverture. Puis ils démontent tout pour pouvoir les monter séparément. Or, nous sommes en plein Moyen-Âge. À l'époque, il n'y avait pas de grues comme on les conçoit maintenant. C'était vraiment manuel, c'était des éléments en bois, c'était soit mus par des animaux, soit tout simplement par des hommes. Et vous aviez ce qu'on appelle les cages d'écureuil, qui sont en fait des roues, dans lesquelles venaient prendre place 1, 2, voire 3 personnes, qui marchaient
dans cette roue qui la faisait tourner en marchant. Et en fait, autour de cette roue, eh bien, on enroulait une corde. Et c'est en marchant que la roue tournant, qu'on faisait soit descendre, soit monter les éléments. Il faut imaginer que donc ces 2-3 hommes qui montaient ça dans cette cage d'écureuil ont monté toutes les pièces de bois. Une fois les éléments de la charpente assemblés, les maîtres d'œuvre peuvent enfin s'attaquer à la voûte dont le rôle est de protéger le toit. Toutes les cathédrales qui ont précédé ont péri par le feu parce qu'il n'y avait pas de voûte en pierre, il y avait une charpente. Et puis que ce soit les invasions barbares ou que ce soit simplement un enfant de chœur qui fait tomber un cierge, on a de prodigieux incendies qui détruisent systématiquement les cathédrales. À l'époque, les parois des églises étaient très épaisses car le poids de la voûte se reportait sur les murs latéraux. Pour la cathédrale de Paris, les architectes optent pour un type de voûte novateur qui permet d'avoir des murs beaucoup plus fins, la voûte à croisée d'ogives. Toute la portée, tout le poids de la pierre qui constitue la voûte, au lieu de la reporter sur tout le linéaire d'un mur, en fait, on va la reporter que ponctuellement. Avec ce système ingénieux, les voûtes reposent sur ces ogives qui convergent vers des piliers. La poussée est répartie sur un point au sommet des piliers qui sont soutenus par des arcs-boutants. Les murs ne servent alors plus à soutenir et peuvent être percés pour accueillir des rosaces par exemple. Une véritable prouesse au Moyen-Âge. Donc c'est quand même très délicat à l'époque, sans moyens de calcul sophistiqués. C'était quand même extrêmement ambitieux et il fallait vraiment avoir la foi pour élever des choses pareilles. Le toit de Notre-Dame de Paris est un concentré de techniques ultra innovantes pour l'époque. C'est d'ailleurs pour cela qu'il résiste depuis le Moyen-Âge. Lorsque le célèbre architecte Viollet-le-Duc le restaure au XIXe siècle, il ne change qu'un seul élément, son clocher que l'on appelle une flèche, car il menaçait de tomber. Viollet-le-Duc en fait reconstruire une autre, mais beaucoup plus grande. Il l'a pratiquement pas doublé, mais presque, par rapport à la flèche médiévale. On a maintenant une flèche qui culmine à 96 mètres de haut par rapport au sol de la cathédrale, ce qui est un truc assez énorme. Pour accueillir cette nouvelle mégastructure sur le toit de la cathédrale, Viollet-le-Duc renforce la charpente au niveau du transept. Au Moyen-Âge, l'imposant toit de Notre-Dame de Paris tranche encore radicalement avec les petites toitures perpendiculaires qui l'entourent sur l'île de la Cité. Mais ces toits pointus vont peu à peu disparaître car jugés trop dangereux. Les toits étant en plus en bois et se touchant les uns les autres, ça favorisait les risques d'incendie et de propagation d'incendie d'une maison à une autre. Et donc à un moment donné, donc au début du XVIIe, il y a une des premières règles urbaines faites sur Paris, consiste à renverser le sens de la toiture et faire en sorte que dorénavant les toits soient parallèles à la rue. Ça permet, en montant des cheminées entre deux parcelles, de faire en sorte que ces cheminées vont empêcher la propagation d'un incendie d'une maison à une autre. Donc le paysage de Paris, donc comme ça, avec ces systèmes aiguisés, se retrouve avec un système de toiture parallèle à la rue. Progressivement, le chaume disparaît au profit de la tuile dont la terre cuite est plus imperméable et plus résistante en cas d'incendie. Paris se modernise et d'autres formes de toiture font leur apparition. Et de la même manière qu'au Moyen-Âge, la ville avait cette nappe de toiture et quelques éléments qui émergeaient, on va avoir apparaître le principe des dômes composés de différentes coupoles qui vont comme ça ponctuer la ville avec des éléments comme ça un peu hauts. Donc on a le Val-de-Grâce, on a le Panthéon et on a les Invalides. Le dôme des Invalides. 26 mètres de diamètre pour 107 mètres de haut, soit la longueur de 2 piscines olympiques. Le plus spectaculaire des dômes parisiens. C'est en 1676 que le roi Soleil confie la construction du dôme de l'hôpital militaire à Jules Hardouin-Mansart, dont la vision de grandeur colle parfaitement avec la sienne. Ce dôme a été, jusqu'à la construction de la Tour Eiffel, le point le plus élevé de la capitale. Mais au XVIIe siècle, construire un bâtiment si haut relève du défi. Surtout qu'à l'époque, les guerres en Europe font rage, ce qui diminue le budget du roi pour les travaux et complique un chantier déjà difficile techniquement. La construction du dôme est très longue
Elle s'étend sur 30 ans. À l'époque, élever des matériaux aussi lourds en hauteur, c'est évidemment très difficile compte tenu des moyens du temps. Néanmoins, il existe un petit jeton commémoratif d'une machine élévatrice utilisée lors de la construction du dôme. Cette machine était composée d'une tour élévatrice reliée à un système de poulies actionnées par des chevaux. Lorsque les chevaux avancent, la marchandise monte. 3 siècles après les cages d'écureuils de Notre-Dame, c'est maintenant au tour des animaux d'être mis à profit sur les chantiers. Mais l'édifice n'est pas seulement haut, il est aussi très complexe, car la structure du dôme n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air. Ce qu'on voit à l'extérieur ne correspond pas à l'espace intérieur. Il y a tout un système de coupoles superposées qui sont d'une part la coupole extérieure. Dessous, il y a une coupole en pierre dont la sous-face est peinte. Et dessous encore, il y a une autre coupole qui, elle, est tronquée. Il n'y a en fait pas une, mais 3 coupoles qui se superposent aux Invalides. Une architecture complexe qui cache en fait un ingénieux système de jeu de lumière. Il y a un système de fenêtres qui fait en sorte que la lumière naturelle pénètre entre les 2 coupoles et vient éclairer la fresque de la seconde coupole. La lumière qui arrive est réfléchie par la première coupole sur la deuxième, au niveau de la calotte, de façon à éclairer naturellement la peinture la plus importante. Pour réaliser cette triple coupole, les compagnons commencent par construire la charpente du dôme extérieur pour laquelle ils utilisent plus de 6000 pièces de chêne. L'assemblage est plus complexe qu'à Notre-Dame, car il s'agit d'un dôme. Alors, pour pouvoir créer une forme arrondie, les fermes qui soutiennent le poids reposent non pas sur des poutres simples, mais sur un ensemble circulaire de poutres que l'on appelle une enrayure. Ces fermes seront ensuite reliées entre elles pour former des anneaux circulaires qui pourront accueillir la couverture du dôme. Le dôme extérieur, une fois terminé, les compagnons peuvent réaliser les 2 autres voûtes en pierre. Si Jules Hardouin-Mansart se contente d'adapter ce modèle de triple coupole venu d'Italie, c'est en revanche lui qui invente un ingénieux système d'écoulement des eaux pour la terrasse du dôme. Ce sont en fait des espèces de grandes dalles en pierre qui sont inclinées. Les eaux qui tombent du dôme sont recueillies et elles circulent dans un chéneau qui évacue ces eaux dans les noyaux creux des escaliers qui sont situés aux angles de la terrasse. Ce bon écoulement des eaux permet de conserver une terrasse saine et accessible, ce qui va s'avérer d'une grande utilité, notamment lors de la Seconde Guerre mondiale, lorsque la terrasse des Invalides devient le théâtre de rencontres très secrètes. Il y avait pendant la Seconde Guerre mondiale aux Invalides un réseau de résistants qui organisait des évasions pour les pilotes alliés, essentiellement britanniques et américains. C'est sur la terrasse du dôme que ces pilotes cachés se retrouvaient pour prendre l'air. 70 ans plus tard, des gravures témoignent encore de leur passage. Ils y passaient souvent des heures à observer le ciel de Paris. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas se mêler à la population des Invalides et de Paris parce que souvent ils ne parlaient pas le français. Donc la terrasse du dôme était bien utile pour isoler ces hommes des regards ou des oreilles indiscrètes. Même s'il est aujourd'hui terminé depuis plusieurs siècles, le dôme des Invalides a besoin d'une maintenance régulière, car il doit être redoré tous les 50 ans. Lors de sa construction, la première campagne de dorure s'était étalée sur 1 an. Aujourd'hui, elle ne dure plus que quelques mois. Mais à chaque fois, c'est un nouveau chantier colossal qui se met en place, comme en 1989, lors de la dernière dorure. Le chantier des Invalides a duré 4 mois avec 8 doreurs en permanence. Et pendant ces 4 mois, on a appliqué 550 000 feuilles d'or, ce qui représente à peu près 12,6 kg d'or. Donc vous imaginez une bouteille d'eau remplie d'or, c'est grosso modo le volume transformé en feuilles qui a été appliqué sur le dôme des Invalides. Ça a été un chantier titanesque pour nos ateliers. On fait ça qu'une fois dans sa vie. Chaque feuille d'or fait 0,2 microns. C'est tellement petit que la totalité de l'or qui a servi à dorer le dôme des Invalides tient dans une bouteille, ce qui en fait un matériau très délicat à manipuler. Une feuille d'or n'est pas palpable entre les doigts.
La seule façon de sentir l'épaisseur d'une feuille d'or, c'est entre les dents. Si vous voulez, un cheveu est palpable, on arrive à le faire rouler entre les doigts. Si je mets une feuille d'or dans la paume de ma main, que je frictionne, l'or rentre dans les pores de la peau. Donc on parle d'un matériau extrêmement volatile. Alors, pour pouvoir dorer le dôme des Invalides à 100 mètres d'altitude, il a fallu prendre des dispositions particulières pour éviter par exemple que les feuilles ne s'envolent. On parle quand même d'à peu près 1,20 €, 1,10 € la feuille d'or. Donc vous imaginez, au bout d'une journée, un carnet d'or, c'est 25 feuilles. Si vous avez 25 feuilles qui s'envolent tous les 10 minutes, ça pose un petit problème à la fin. Donc l'une des conditions de base pour le doreur en extérieur, c'est d'être étanche à l'air et à l'eau. Il y a eu un échafaudage gigantesque de mis en place autour du dôme des Invalides. Une fois l'immense échafaudage installé, la dorure du dôme et des statues avance à bon train. Mais la surface de plomb et de cuivre à dorer est énorme, plus de 3000 m², soit la taille de 2 patinoires. Alors pour le matage, la dernière étape de la dorure, qui consiste à appliquer de l'eau mélangée à de la gélatine pour rendre imperméables les zones dorées, un procédé inédit dans l'histoire de la dorure va être mis en place. On s'est raccordé avec les pompiers des Invalides qui venaient avec leurs lances et qui mouillaient l'ensemble du dôme, ce qui nous faisait gagner un temps considérable pour faire l'étape du matage de la dorure. Au XVIIe siècle, la construction du dôme des Invalides est le résultat d'un chantier mythique qui s'inscrit dans l'ère de son temps. Partout à Paris, la pierre remplace progressivement le bois, car elle protège mieux contre les incendies. C'est aussi à cette époque-là qu'apparaît une forme de toiture typiquement parisienne, la toiture à la mansarde. En fait, c'est un toit dans lequel le comble, au lieu d'être oblique, comme dans un toit normal, on verticalise en quelque sorte la partie sur rue, en y intégrant éventuellement une lucarne, ce qui permet ensuite d'avoir un toit à plus faible pente, et donc de dégager à l'intérieur un volume dans lequel on peut installer des pièces d'habitation, tout simplement. Ces étages supplémentaires vont permettre la création des célèbres chambres de bonne dans la capitale. On attribue cette invention à François Mansart, l'oncle de l'architecte des Invalides. Mais si cette nouvelle forme de toit est inventée au XVIIe siècle, ce n'est qu'au XIXe qu'elle connaît son âge d'or. Et on doit cela à un certain Eugène Haussmann qui va l'imposer massivement sur tous les nouveaux immeubles parisiens. Et à l'époque, il y en a beaucoup. Haussmann va être nommé préfet de la Seine en 1853. Paris est une ville en grande partie encore médiévale. Dans l'ensemble, le Paris reste très dense, très compact. Paris reçoit aussi beaucoup de nouveaux habitants, donc Paris va s'étendre. Et Haussmann, sous le Second Empire, va être l'acteur en quelque sorte qui va mettre en œuvre cette extension de Paris, mais aussi cette reconstruction de Paris sur lui-même. On a une époque de développement économique et urbain phénoménal. C'est-à-dire qu'en effet, tout est percé, des destructions du centre, mais aussi la construction d'un nombre d'immeubles dans les quartiers périphériques qui est gigantesque. Donc on a un moment où il y a un marché d'immobilier phénoménal. La révolution industrielle fait venir à Paris beaucoup de main-d'œuvre des campagnes. Entre 1853 et 1920, on construit 3 fois plus d'immeubles parisiens qu'au cours des 3 siècles précédents. Comme elles permettent un gain de place important sous les combles, Haussmann souhaite que toutes ces nouvelles toitures soient mansardées. Et ce n'est pas le seul avantage de cette nouvelle forme de toit que l'on appelle aussi comble brisé. Cela permet également de construire des immeubles plus grands. Le comble brisé a comme avantage de pouvoir couvrir des bâtiments beaucoup plus larges. Quand vous avez un bâtiment extrêmement large, avec une pente classique, le toit monte très haut. Dès que vous avez un comble brisé, le toit montera moins haut, il y aura moins de matériaux, ça pèsera moins lourd sur l'immeuble, parce qu'il y a moins de charpente. Et donc, ça permet d'avoir des bâtiments de plus en plus épais, avec des toitures qui ne sont pas phénoménales. Donc l'invention du comble brisé, c'est un truc qui va tout changer. Mais un problème de taille se pose pour recouvrir ces nouveaux toits. Les tuiles en terre cuite que l'on utilisait à Paris depuis le milieu du Moyen-Âge pour la couverture se révèlent inadaptées aux faibles pentes des mansardes car elles pourraient laisser passer l'eau et créer des infiltrations. Il faut trouver des matériaux adéquats en grande quantité et vite, car Paris est un chantier géant en manque d'approvisionnement. Et les grands gagnants, ce sont le zinc et l'ardoise. Ensemble, ils s'adaptent parfaitement aux formes des mansardes, le zinc pour les parties aux faibles pentes et l'ardoise pour les pans de façade très inclinés.
Ils forment un couple parfait dont les célèbres teintes grises se répandent en quelques années de façon fulgurante dans la capitale au XIXe siècle et recouvrent progressivement tous les immeubles du centre. Une révolution qui commence lorsqu'on arrive à produire le zinc de manière industrielle. On invente des systèmes d'usinage qui vont le rendre moins cher, facile à utiliser. Et on va voir en l'espace de quelques années, à partir de 1820-1840, Paris se couvrir de toitures en zinc. Mais c'est uniquement pour des raisons économiques, parce que c'est pas cher comme matériau, c'est facile à mettre en œuvre, et puis il est léger. Le zinc ne pèse en effet que 7 kg du mètre carré contre 80 pour la tuile, ce qui s'avère très pratique lorsqu'il faut le monter sur les chantiers. Mais c'est loin d'être son seul avantage. L'avantage du zinc, c'est que c'est un matériau qui se plie, qui se soude, qui se coupe très facilement. C'est comme un vêtement en fait. Il suffit de le mettre à plat, on dessine ce qu'on a envie de dessiner et après on fait l'assemblage. Avec une bobine de zinc, on couvre des longueurs très importantes. C'est assez large. Avec un petit système de tasseau qui permet de couvrir les bandes de zinc les unes avec les autres. Rapide, facile, efficace. Le zinc est effectivement très facile à mettre en place. Pour la pose, la première étape consiste à enlever l'ancienne couverture, c'est le décrapouillage. Puis il faut construire la mini-charpente qui se trouve sous le zinc, que l'on appelle une volige. Pour gagner du temps, les compagnons utilisent une cordelette imbibée de poudre à tracer pour marquer les repères sur la volige. Car l'étape de la volige est très délicate. Sous le zinc, il nous faut un support qui soit uniforme. Et pour qu'il soit uniforme, il faut que les voliges soient complètement planes. Une fois la charpente terminée, il reste à couper la feuille de zinc aux bonnes dimensions. Et pas besoin de sortir l'artillerie lourde, une simple pieuse suffit. Puis on pose la feuille, presque comme du papier peint, mais sans oublier un détail très important. Le zinc se dilate énormément. C'est un matériau qui, entre le jour et la nuit, entre les différentes températures, se dilate beaucoup. L'opération est très complexe. Les compagnons doivent laisser assez de jeu pour que le zinc puisse se distendre sous l'effet des températures estivales. Mais pas trop, car la surface doit aussi rester totalement étanche. On laisse toujours 5 mm à droite et à gauche pour permettre qu'il puisse se dilater tout seul. Voilà, très important parce que s'il est trop serré, tôt ou tard il se déformera. Donc ça, on n'en veut pas en couverture. L'étape finale consiste à recouvrir les tasseaux. Ils sont indispensables pour éviter les infiltrations qui pourraient être causées par les eaux de pluie. Si on mettait les feuilles à plat, l'eau elle irait à droite, à gauche, devant et se tirerait les fils en plein dedans. Les tasseaux, ça permet que l'eau soit canalisée à chaque fois. Comme il est très malléable, le zinc est aussi utilisé pour faire tous les petits éléments de la toiture, comme les lucarnes et les gouttières, mais aussi les surfaces courbes de certains toits. Une fois posé, le zinc est brillant. Mais au bout de quelques mois, il s'oxyde au contact de l'air et de la pluie et une fine couche protectrice de calcin se forme à sa surface. C'est là qu'il commence à blanchir. Quand on monte sur un toit, on peut lui donner un âge approximatif entre sa pose, on dirait de 20, 30, 40, 50, 60 ans, on peut savoir sa date de pose. Il existe un moyen de vérifier si les couvreurs ne se sont pas trompés. Car la tradition veut qu'il glisse toujours un journal sous une feuille de zinc à la fin du chantier. Un vestige que les couvreurs suivants découvrent des années après, car bien entretenue, une toiture en zinc peut durer jusqu'à 50 ans. Si pour les faibles pentes il y a le zinc, pour les surfaces plus inclinées du toit, les compagnons appliquent de l'ardoise. Cette roche, que l'on trouve à l'état naturel dans les carrières françaises, est utilisée depuis le Moyen-Âge en couverture, mais uniquement sur les bâtiments très prestigieux. Au XIXe siècle, elle devient subitement beaucoup plus accessible. Les machines à vapeur qui apparaissent au XIXe siècle sont beaucoup plus efficaces que les extraire à la main, comme on le faisait auparavant. Et le deuxième facteur qui fait que l'ardoise va se répandre, notamment à Paris, c'est qu'on peut le transporter par des chemins de fer. Le chemin de fer va permettre justement de remplacer des matériaux locaux. Grâce au progrès technique, les ardoises arrivent en masse dans la capitale. Comme elles sont plates, elles s'adaptent parfaitement aux parois très raides des mansardes haussmanniennes et sont beaucoup moins lourdes que les tuiles. La tuile, à un moment donné, ça devient compliqué pour les tenir. Et donc, avec de l'ardoise, on peut avoir des pentes extrêmement fortes. Ces dimensions sont parfaites pour la couverture, mais aussi pour les chantiers en hauteur qui demandent une logistique bien huilée. L'avantage de l'ardoise, c'est que c'est un matériau qui est de petite dimension,
qu'on peut transporter facilement, monter facilement sur les toits. Mais si elle est petite, l'ardoise est plutôt lourde. 45 kg du mètre carré en moyenne. Alors quand c'est le jour de la livraison sur le chantier, les compagnons doivent s'armer de patience. Si on reçoit 2-3 palettes comme ça, ça peut être une matinée. Il faut les monter 20 par 20 à peu près. Parce que là, il y a plus d'1 tonne en bas, donc on ne peut pas monter tout d'un coup. Et même avec la meilleure logistique du monde, ça coince parfois un peu. T'as coincé la corde, Fred? Ce matin, il ne faudra pas moins de 2 heures au couvreur pour monter les 2 palettes d'ardoise. Une fois en altitude, les ardoises sont posées selon la même technique que les tuiles. Une ardoise se pose par recouvrement. On ne peut pas les poser bord à bord, donc on fait un calpinage pour aligner les crochets et aligner les rangs. Et de là, on pose les ardoises. Pour percer des trous, on met des crochets pour les... Et ensuite, on va faire recouvrir les plaques les unes par rapport aux autres. Plus la déclivité du toit est forte, moins le recouvrement est important. Un vrai travail de fourmi pour les compagnons. En règle générale, on utilise entre 40 et 45 ardoises par mètre carré. Donc c'est fréquent qu'on arrive à, par toit parisien, entre 4 et 5 000 ardoises. Le travail est minutieux et se complique dans les angles, car il faut tailler certaines pièces à la main et les placer au millimètre près pour arriver à une parfaite étanchéité. Mais une fois en place, l'ardoise a une durée de vie qui bat tous les records. Plus de 100 ans lorsqu'elle est bien posée. Comme elle est naturellement inaltérable à l'air et imperméable à l'eau, elle résiste très bien à l'épreuve du temps. Bien plus que les couvreurs du 19e siècle qui travaillaient dans des conditions très difficiles. Il y avait quand même beaucoup de gens qui montaient à dos les matériaux et ça les a pas entretenus, ça les a usés. Donc aujourd'hui, il faut avoir des matériaux qui soient à la fois légers et des appareils adaptés pour les monter sur les toits. Si les machines facilitent aujourd'hui le travail des couvreurs, le métier reste difficile, car ils sont exposés aux intempéries et au froid. Aujourd'hui, le zinc et l'ardoise représentent environ 60% des chantiers de toiture parisienne. Dans la deuxième moitié du 19e siècle, il ne leur faut qu'une dizaine d'années pour se répandre dans toute la capitale et modifier radicalement la face aérienne de Paris. Mais à l'époque, une nouvelle mégastructure va venir totalement chambouler la récente uniformité du panorama parisien. En 1900, après seulement 3 ans de travaux, le Grand Palais sort de terre. Le Grand Palais, c'est évidemment un élément extrêmement important de l'identité parisienne. Non pas qu'il soit plus beau que les autres, mais sa dimension, si vous voulez, sur son côté absolument incroyable, en fait évidemment un toit iconique de Paris. Et ce qui le rend si iconique, c'est bien sûr son gigantesque toit de verre. 14 900 mètres carrés pour une hauteur sous plafond de 45 mètres. C'est la plus grande verrière d'Europe. Un volume démesuré pour la fin du 19e siècle, mais nécessaire car le Grand Palais devra accueillir des espaces d'exposition, mais aussi des manifestations hippiques. Le défi pour les architectes est donc de créer une immense structure de 200 mètres de long sur 50 mètres de large. Rien de moins que la superficie de 51 courts de tennis pour accueillir la verrière. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la mission est totalement inédite. Les architectes de l'école des Beaux-Arts raisonnent avec des outils de grammaire architecturale. C'est la colonne, l'entablement, le perron, les pylônes. Voilà. Mais en même temps, les programmes qu'on demande n'ont rien à voir avec ça. On veut des halles, couverts, et ça, on ne sait pas le faire avec des colonnes. Ça, on ne sait le faire qu'avec des matériaux modernes. Impossible de répondre au cahier des charges sans trouver des nouveaux matériaux aux propriétés innovantes. Et ça tombe bien, car la révolution industrielle apporte dans son sillage les premières formes de métal. Les architectes du Grand Palais vont alors penser à la fonte, que l'on utilise déjà depuis quelques années en construction. Mais même si elle est très pratique, elle ne se révèle pas adaptée à tous les types de construction. La fonte, c'est un matériau qui est dur, qui est cassant. C'est un matériau qui n'est pas très adapté pour faire des charpentes, qui ont besoin d'une certaine élasticité. Ce qui va se passer dans les années 1840-45, c'est qu'on va commencer à savoir purifier cette fonte pour obtenir un fer beaucoup plus pur, donc beaucoup plus souple, plus malléable, qu'on peut percer, travailler, plier, ce qu'on ne sait pas faire avec la fonte.
En réduisant le taux de carbone présent dans la fonte, les ingénieurs du 19e inventent un matériau révolutionnaire, l'acier. Ce nouveau matériau aux propriétés techniques exceptionnelles est plus élastique que la fonte, mais aussi très résistant. C'est le matériau rêvé en construction. On peut avoir des espaces de 50 mètres de largeur, par exemple, couverts par une très grande charpente qu'on n'aurait jamais pu faire en bois. Il est possible dorénavant d'avoir des poutres énormes avec très peu de points d'appui. D'un seul coup, des espaces intérieurs qui avant étaient toujours contraints par ces questions de structure, de taille d'une poutre ou d'une voûte, perdent cette contrainte. Et on est à un moment où on invente des espaces intérieurs qui sont plus vastes que des espaces extérieurs. Le fer, l'acier, ce sont des métaux qui permettent de répondre à non seulement aux efforts dits de compression, c'est-à-dire quand j'appuie sur un pylône pour du poids, mais surtout aux efforts de flexion. Donc je peux faire des très très grandes poutres avec très peu de matière et qui vont ne pas fléchir, avoir une grande inertie et être capable de supporter des charges très très lourdes. Cela ne fait aucun doute. Seul l'acier sera capable de supporter le poids de la verrière de la grande nef avec peu de points d'appui. Il faut donc rapidement s'en procurer et en très grande quantité. Une entreprise n'est pas capable de faire le Grand Palais dans les délais qu'on veut. Il y a 2-3 entreprises qui se sont occupées des grandes charpentes métalliques, par exemple. D'un côté de la nef, c'est l'un, c'est Moisan, de l'autre côté, c'est Daillé. Donc ils se rejoignent au bout. Toutes les poutres en acier sont acheminées en péniche jusqu'au chantier, où un port spécifique a même été spécialement créé sur la rive de la Seine qui borde le Grand Palais. Les matériaux sont ensuite transportés jusqu'au site dans des wagons sur rail. Une fois sur le site, ces grandes poutres métalliques sont levées une à une pour dresser la structure. On préassemble au sol un certain nombre de pièces d'un certain grand format jusqu'à ce qu'on puisse les lever. Et ensuite, on lève la pièce la plus grande possible. Il y a des échafaudages extraordinaires pour lever ça, avec des chèvres en haut des échafaudages. Grâce au progrès amené par la révolution industrielle, les pièces les plus grosses peuvent être levées par des grues à vapeur qui peuvent soulever jusqu'à 6 tonnes. On est toujours assujetti au poids de la pièce, donc on ne peut pas lever toute la pièce d'un coup, on peut pas lever toute la charpente d'un coup. Donc il y a un moment où il faut l'ajuster en place sur les poteaux et finir par la boulonner sur les poteaux. Donc c'est vraiment un travail compliqué. Pour fixer les poteaux entre eux, on fait appel à des riveteurs. Perchés en hauteur, ce sont eux qui assemblent les rivets des poutres qui forment la structure métallique du Grand Palais, selon une technique encore utilisée aujourd'hui. Vous avez d'abord chauffé le rivet, il devient rouge tellement il est chaud. On va le prendre avec les doigts, avec une pince, vous le mettez dans le trou et vous allez écraser de l'autre côté, à coup de marteau, l'autre partie de la tête. En se refroidissant, le clou il se contracte et en se contractant, l'acier serre les plaques les unes contre les autres. C'était un métier quand même assez pénible, hein, parce que c'est toujours dans des positions compliquées, parce que les rivets, on les met en position, donc on est debout sur un échafaudage, il faut faire du chaud, donc il faut un brasier, il faut taper fort, avec une masse très très forte, c'était un métier très très difficile. Sur le Grand Palais, les riveteurs fixeront en tout plusieurs centaines de milliers de rivets. Mais ce ne sont pas les seuls à travailler en hauteur. Dès que la structure est terminée, les couvreurs entrent en scène pour monter la toiture. Dans les toitures, on a des poteaux qui soutiennent des pièces principales qu'on appelle des fermes. Ici, ces fermes sont courbes, on les voit très très bien dans le bâtiment. Entre chacune de ces fermes, on a d'autres pièces horizontales qu'on appelle des pannes, sur lesquelles on vient installer des chevrons qui eux-mêmes soutiennent toute la verrière. Donc imaginez que c'est une toiture normale dont les tuiles seraient du verre. Et s'il est possible de créer une verrière si imposante, c'est parce que les procédés de fabrication du verre ont eux aussi évolué au 19e siècle. Et ce qui va changer, là aussi, c'est la possibilité de faire des vitrages de plus grande dimension. On va, notamment en utilisant un nouveau procédé qu'on connaissait déjà mais qui va être perfectionné, on va obtenir des vitrages qui font à peu près 1,20 m de longueur, 30 cm, dans les années 1850. Donc ça permet de limiter les ossatures en bois ou en fer, ça permet donc d'avoir des couvertures beaucoup plus transparentes. Donc c'est assez drôle parce qu'aujourd'hui, au nom du développement durable, on demande la lumière naturelle, mais on n'invente rien du tout. La lumière naturelle, évidemment que nos aînés l'ont inventée, pour une raison simple, c'est qu'ils n'en avaient pas d'autres. Donc il fallait bien qu'ils éclairent les salles d'exposition. Donc la seule façon de le faire, c'est une utilisation de la verrière. Et là, il y a une débauche de lumière dans le Grand Palais. Si le fait à l'époque de disposer de grandes plaques de verre peut faire gagner du temps au chantier, la pose reste épineuse, car la structure de la verrière est particulièrement complexe.
Quand on fait un toit cylindrique en verre, on a un vrai problème, la pente change tout le temps. Et arrivé en haut, la voûte fait que le verre, il arrive quasiment horizontal. Et quand il est horizontal, eh bien, c'est très embêtant parce que la pluie, elle a du mal à s'écouler. Alors, pour que la verrière soit totalement étanche, les ingénieurs ont créé une petite inclinaison au sommet des ailes. Les plaques de verre, elles, ont été posées selon un principe bien connu. Chaque verre était superposé. Le bout du verre du dessus venait au-dessus du verre du dessous pour que l'eau ne remonte pas et pour garantir l'étanchéité. Comme des tuiles, comme des ardoises. 3 ans seulement auront suffi pour faire sortir de terre ce colosse de verre. En tout, le chantier a nécessité plus de 9000 tonnes de métal, soit 2 tonnes de plus que pour la Tour Eiffel. Une décennie plus tard, sa structure remarquable tient plus que jamais en place. Ça va faire 117 ans que le Grand Palais tient. Il a même en partie été brûlé et bombardé pendant la Seconde Guerre mondiale et il est encore là. L'abondance de ces nouveaux matériaux n'est pas uniquement caractéristique du chantier du Grand Palais. Partout à Paris, le verre et l'acier permettent des réalisations inédites comme les passages couverts ou les grandes gares. En complément de l'architecte, l'ingénieur devient peu à peu indispensable sur les chantiers. Il faut calculer les charpents de manière plus précise, moins empirique que ce qu'on faisait avec des charpentes en bois ou des constructions en maçonnerie. Et donc les ingénieurs vont prendre un peu le devant de la scène. Il y a l'évolution aussi dans les techniques de conception, de calcul aussi de ces charpentes. Ils maîtrisent ça beaucoup plus et mieux que les architectes. On n'a pas attendu l'ordinateur pour calculer des structures métalliques. Cette parfaite maîtrise des matériaux par les ingénieurs permet de faire des structures de plus en plus légères qui allient robustesse et technicité. En 1912, la construction de la coupole des Galeries Lafayette marque l'apogée de ce mode de construction. 100 mètres carrés de verre qui repose sur une structure de fer ultra fine. Un chef-d'œuvre de la construction métallique qui, 100 ans plus tard, suscite toujours beaucoup d'admiration. La coupole aujourd'hui, c'est bien sûr une des attractions principales qui fait que de nombreux visiteurs viennent pour le magasin bien sûr, mais aussi pour le monument. Et les Galeries Lafayette sont visitées comme un monument au même titre que la Tour Eiffel et c'est aussi pour ça qu'on reçoit un public aussi important. Pour réaliser la mythique coupole, Ferdinand Chanu, l'architecte des Galeries Lafayette, fait appel à Jacques Gruber pour la réalisation des vitraux et à Édouard Schenk pour les pièces de ferronnerie. La convergence du savoir-faire de ces 3 hommes va donner naissance à une mégastructure exceptionnelle. Elle est exceptionnelle du fait de ses dimensions, puisqu'elle culmine à 43 mètres de hauteur. Elle dépasse la façade d'origine de 14 mètres. Elle se déploie sur un diamètre de 30 mètres, ce qui fait qu'elle crée à l'intérieur du magasin, si vous voulez, une projection au sol qui est de l'ordre de 700 mètres carrés. Malgré ses dimensions imposantes, la construction de la coupole se déroule en un temps record. La coupole est érigée en 5 mois à peine, au moyen d'une sorte de plateforme intermédiaire qui est construite pour qu'on puisse avoir un point d'appui. Et là est érigée une tourelle en fait, et le fameux anneau métallique. À partir du moment où cet anneau métallique est en place, on va pouvoir poser et assembler les fermes, donc il crée les arcs de la structure qui viennent prendre appui sur cet anneau métallique. La grande particularité de cette mégastructure, c'est que les fermes de la charpente, qui sont normalement cachées, sont apparentes, ce sont les arcs de la coupole. Ils reposent sur un immense anneau métallique dissimulé dans le décor. Une structure incroyable mise en place en 2 mois à peine. Il ne faudra ensuite que 3 mois au maître verrier pour poser les 1700 plaques de verre sur tout le diamètre de la coupole. Des délais invraisemblables. Les éléments métalliques, les poutres, etc. sont fabriqués dans l'atelier de l'entreprise Laurent Moisan-Savé. Et l'entreprise va simplement livrer les poutres au moment où la structure est prête à les accueillir. Et le temps finalement du chantier est celui du temps de l'assemblage. Au pied de la coupole, tout le poids de l'armature métallique repose sur 10 piliers identiques en béton armé. Les ingénieurs doivent recourir à ce matériau ultra résistant à cause de l'immeuble d'origine qui n'avait pas vraiment été conçu pour accueillir un grand magasin.
On est ici dans un bâtiment qui préexiste aux Galeries Lafayette. C'est un bâtiment haussmannien. Il n'est absolument pas prévu pour supporter toute la charge que représente le commerce, à la fois le public mais aussi l'ensemble des marchandises, et encore moins bien sûr un édifice comme la Coupole. Donc le recours au béton va permettre de renforcer la structure d'origine. À l'époque, le béton armé en est encore à ses balbutiements. Cela fait à peine 4 ans qu'il est autorisé en construction. Les Galeries Lafayette sont même le premier bâtiment de commerce à l'utiliser et au début du XXe siècle, il est loin d'avoir la popularité qu'il connaît aujourd'hui. On est vraiment au tout début de l'emploi de ce matériau dont on se méfie encore un peu en imaginant qu'il est tellement lourd que les bâtiments vont s'effondrer, etc. Alors que c'est tout l'inverse. Pourquoi est-ce qu'on a dans le béton armé 2 matériaux différents, du béton et de l'acier? Parce que le béton résiste très bien à la compression, mais il résiste mal à la flexion. Si vous prenez une poutre en béton sans armature, le béton va plier, va se fissurer, va se casser. Donc il faut des armatures en acier qui, elles, résistent bien à la tension et donc à la flexion. Malgré ses propriétés révolutionnaires, il faut à l'époque absolument cacher le béton armé pour ne pas effrayer la future clientèle bourgeoise. Et lorsque les clients du XXe siècle et d'aujourd'hui déambulent dans le magasin, la lumière du jour qu'ils reçoivent passe d'abord par le dôme extérieur qui protège la coupole intérieure. Cette superposition permet de créer naturellement une double enveloppe aux propriétés techniques très utiles. Il y a un vide d'air d'à peu près 2 mètres entre les 2 parois de la coupole, qui est un tampon thermique pour protéger les vitraux des variations de température, donc un contraste qu'il pourrait y avoir entre la température intérieure du magasin et la température extérieure. Ça permet également de créer une sorte de climatisation avant la lettre, puisqu'il y a des sortes de petites trappes dans cette double enveloppe qui peuvent être activées au moyen d'une chaîne et qui peuvent être ouvertes. Et donc on peut moduler la circulation de l'air à l'intérieur du magasin. S'il est aujourd'hui partiellement caché par les 2 étages supplémentaires qui ont été ajoutés dans les années 50, lors de sa construction, le dôme extérieur a été conçu de façon à être visible de tout Paris. Tout autour du dôme se trouvait déjà à l'époque une autre particularité bien connue du toit des Galeries Lafayette. Une grande terrasse ouverte au public dès la fin des travaux en 1912. Une véritable innovation, rendue possible là aussi grâce à l'apparition récente du béton armé. Il y a autour du béton non seulement une technologie nouvelle qui apparaît, mais une architecture nouvelle qui va apparaître à partir des années 20 pour utiliser la capacité du béton à justement créer ces toits horizontaux. On a un basculement complet au début du XXe. Les bâtiments dorénavant n'ont plus de toiture en tant que telle, mais une couverture horizontale. Et ça, c'est entre autres dû au béton armé qui se développe de manière gigantesque à cette période-là. Mais une si grande surface en béton en plein Paris est unique. Alors la terrasse des Galeries se révèle être une véritable aubaine pour réaliser des exploits spectaculaires. En 1912, les dirigeants des Galeries mettent au défi les aviateurs français de réussir à se poser sur la terrasse. Quelques années plus tard, un célèbre intrépide tente sa chance. Et finalement, c'est le 19 janvier 1919 que Jules Védrine va accomplir cet exploit en décollant d'un terrain à Issy-les-Moulineaux. Il va réussir à poser son avion, alors un Caudron G3, donc un avion... il faut imaginer les avions de l'époque qui sont quand même des structures assez légères, en partie en tissu, etc. Mais il pose son petit avion sur le toit terrasse des Galeries Lafayette. Alors on voit qu'il est quand même arrêté par les cages des ascenseurs qui sont les bienvenus parce que sinon on ne sait pas jusqu'où il serait allé. Pour son exploit, Védrine écopera d'une amende car même si le toit terrasse des Galeries s'est avéré être une parfaite piste d'atterrissage, il était à l'époque déjà formellement interdit de survoler Paris à basse altitude. Mais malgré tous les avantages qu'offrent le béton et les toits terrasses, ce modèle de toit ne va pas tant se répandre dans la capitale du XXe siècle. Le béton, en revanche, va être de plus en plus utilisé pour la construction des toits, au même titre que d'autres matériaux nouveaux inventés par les ingénieurs du XXe et du XXIe siècle. Combinés ensemble, tous ces matériaux innovants vont permettre l'apparition de toits dont les formes sont à la pointe de la technologie. Et le dernier en date, c'est le centre spirituel et culturel orthodoxe russe.
Un bâtiment ultramoderne construit en 2016 pour célébrer les liens entre la France et la Russie et qui s'étend sur un terrain de 4200 m², à 2 pas de la Tour Eiffel. Le site abrite aussi une cathédrale, la Sainte Trinité, dont le toit est un véritable concentré de technologie. Les Russes voulaient quelque chose de très innovant. C'est-à-dire que c'était un nouveau monument, c'était une nouvelle cathédrale à Paris. Et donc ils nous ont demandé de mettre notre savoir-faire et surtout nos innovations dans ce monument. Alors, pour fabriquer les 5 bulbes qui devront coiffer le bâtiment à plus de 30 mètres de haut, le constructeur va repousser les limites de l'innovation. Car l'architecte Jean-Michel Villemotte souhaite que les futurs bulbes n'aient rien en commun avec des bulbes traditionnels. Quand on fait un dôme traditionnel, c'est une structure qui est en métal ou en bois et recouverte de petites tuiles de cuivre. Ça donne toujours un aspect à facettes, si vous voulez, autour du dôme, un peu comme des écailles de poisson. Et c'était pas le souhait de Jean-Michel Villemotte, son souhait c'était d'avoir quelque chose de complètement lisse. Et on s'est dit, tiens, les coques de bateau, c'est lisse, c'est la même chose. Donc pourquoi ne pas faire le dôme avec le même procédé? Les coques de bateau sont faites en matériaux composites, un assemblage de plusieurs composants, souvent de la fibre de verre et de la résine, qui une fois réunis, créent un nouveau matériau. Ce matériau aura alors des propriétés techniques que les composants seuls ne possédaient pas et dont les performances seront nettement améliorées. L'avantage du matériau composite, c'est qu'on peut faire la forme qu'on veut. Un deuxième avantage à travailler avec les matériaux composites, c'est que c'est beaucoup plus léger qu'une technique traditionnelle. Pour se rendre compte, le grand dôme qui est sur l'église, avec une technique traditionnelle, aurait pesé 42 tonnes. Donc là, en matériaux composites, il ne pèse que 8 tonnes. Ce qui fait qu'on optimise les descentes de charge sur les fondations, on optimise la structure du bâtiment qui porte le dôme. Mais si on utilise les matériaux composites depuis longtemps pour les constructions de bateaux, dans le bâtiment, c'est une première mondiale. C'est une innovation complète puisque ça n'a jamais été utilisé dans le bâtiment pour faire ce genre de structure. Quand on utilise un nouveau matériau dans le bâtiment, il faut le faire certifier. Donc il y a eu un gros travail de certification, on a fait beaucoup d'essais. Après la phase de test, la construction des dômes peut commencer. Chaque dôme est formé d'un ensemble de pétales, 8 pour le grand et 3 pour les petits, qui, une fois assemblés, forment un bulbe. Les pétales sont fabriqués en usine dans des moules dans lesquels les compagnons ajoutent les différents composants. On met la fibre de verre, on met donc la mousse, on remet de la fibre de verre, ensuite on met tout sous vide. Ces étapes qui peuvent paraître simples pour des compagnons du bâtiment sont en fait très complexes à cause de la dimension des moules qui font 4,5 mètres de large et 10 mètres de haut. Comme c'est des surfaces de très grande taille, on ne peut pas aller marcher dans le moule pour poser les tissus. Donc c'est des compagnons qui sont suspendus comme dans un stade de couchage, si vous voulez, et qui viennent poser à l'intérieur du moule les tissus composites, les mousses, etc. pour pas marcher dedans et risquer d'abîmer les tissus et les mousses. Une fois les matériaux en place, il faut injecter la résine. C'est la matrice. C'est elle qui va lier les fibres de verre et la mousse pour former un matériau ultra résistant. L'injection de la résine, que l'on appelle l'infusion, est la phase la plus délicate car la résine doit bien pénétrer dans tous les petits recoins. Et on va injecter de la résine, donc qui va remplir tous les vides et s'insérer dans toutes les fibres de la structure. C'est comme quand vous mettez votre sachet de thé dans l'eau transparente, vous voyez le thé qui s'infuse en fait dans votre eau. En fait, c'est la même chose. Une fois que la résine est diffuse, il faut cuire le tout dans une étuve à 120 degrés pour qu'elle puisse durcir. Il y a une réaction qui s'appelle la polymérisation, qui fait que cette résine durcit à une certaine température. Et donc pendant le cycle de cuisson, elle va devenir complètement liquide là, et puis à un moment, elle va commencer à durcir. 5 heures plus tard, le pétale est prêt. Il n'y a plus qu'à l'assembler avec les autres pétales pour former des bulbes prêts à être dorés. Car les bulbes de la Sainte Trinité seront bien sûr dorés, mais pas comme le dôme des Invalides. L'une des demandes de M. Villemotte pour ce projet-là, c'était d'avoir un or mat. Ce qui techniquement pour nous n'était pas possible dans le sens où un matériau mat est poreux. Et donc par définition, s'il est poreux, toutes les poussières, les pollutions, etc. viennent se mettre dedans. Et là, on accélère le processus de vieillissement, si vous voulez. Pour se rapprocher au mieux du souhait de l'architecte, les doreurs choisissent le Moon Gold, un mélange de palladium, un métal blanc et d'or. Mais une difficulté se pose lorsqu'il faut appliquer la feuille de Moon Gold, car c'est la première fois que les doreurs travaillent sur du matériau composite. On a l'habitude de dorer sur du cuivre, on sait que ça tient des centaines d'années, mais par contre sur du matériau composite, ça n'avait jamais été fait. Donc on a fait beaucoup d'essais, on a fait des échantillons qui ont été soumis à la grêle pendant 2 jours non-stop
pour voir si l'or s'en allait pas, si le matériau résistait. La problématique de la résine, c'est qu'on est sur des matériaux complètement hermétiques. C'est-à-dire que rien ne passe au travers de cette résine. Donc il a fallu attaquer, entre guillemets, la couche supérieure du composite pour pouvoir venir s'accrocher et après mettre nos couches successives de produits. En tout, il aura fallu 90 000 feuilles d'or de 8 cm par 8 cm pour les 5 dômes. 90 000 feuilles qu'il a parfois fallu là aussi poser dans des conditions pour le moins extrêmes. Vous avez vu la forme des dômes. On a dû mettre en place des systèmes avec des baudriers pour se rapprocher, pour être maintenu, pouvoir poser les feuilles, etc. Sinon, on n'arrivait pas. On doit être à distance de bras. Donc, si on n'est pas à distance de bras, c'est extrêmement compliqué pour nous. Donc, ça a été la vraie complexité de ce chantier, a été la mise en œuvre de la pose de la feuille. 9 mois à peine auront été nécessaires pour fabriquer les 5 bulbes du dôme. Mais il reste une dernière étape et pas des moindres. Il faut maintenant les poser sur le toit de la cathédrale en commençant par le grand bulbe qui mesure 12 mètres de haut pour 11 mètres de diamètre. Tout cela en plein cœur de Paris. On a dû couper l'avenue Rapp qui borde le chantier, qui est une grande avenue dans Paris, ce qui était assez compliqué, donc on a eu de l'aide de la préfecture pour ça. Et on a utilisé une grue qui est une grue de 350 tonnes. C'est-à-dire que pour la montée, elle arrive la veille, et ensuite il y a 10 camions avec les contrepoids qui viennent s'installer, etc. C'est une grue très très volumineuse. Et donc ça c'était aussi un pari parce qu'il fallait être sûr qu'on passe par-dessus le bâtiment, qu'on arrive à accrocher le dôme, qu'on vienne le poser, et on n'avait pas le droit à l'erreur. L'enceinte du bâtiment étant terminée, le site est plus qu'exigu et il ne reste plus que très peu de place aux constructeurs pour l'opération délicate. Surtout qu'ils sont face à plein de contraintes. Si la vitesse du vent est supérieure à 5 mètres secondes, ils ont interdiction de lever le dôme. Donc on a travaillé avec les services météo de Météo France qui nous ont annoncé exactement, je dirais, pratiquement à la minute près, les vitesses de vent. Et le dôme qui était prévu d'être posé à 10 h, en fait, a été décalé vers 11 h, parce qu'on savait qu'entre 11 h et 11 h 30, on n'aurait pratiquement pas de vent. Finalement, dès que les conditions seront réunies, il ne faudra pas plus de 15 minutes pour poser le grand bulbe. Un record de plus pour ce chantier. Paris compte désormais un toit de plus. Un toit unique qui vient s'ajouter à la longue liste de ces toits mythiques. C'est vraiment une innovation qui marque l'histoire parce que ça ne s'est jamais fait dans le bâtiment, jamais fait en France pour ces dimensions-là, jamais fait non plus en Russie, parce que c'est avec des dômes, on pourrait se dire en Russie ils ont fait la même chose. On sait qu'ils ont essayé de le refaire récemment et que ça n'a pas très bien marché. De nos jours, les toits sont devenus un symbole tellement fort de l'identité parisienne qu'une candidature officielle a été déposée pour inscrire les toitures en zinc au patrimoine mondial de l'UNESCO. Aujourd'hui plus que jamais, le toit sert bien plus qu'à simplement couvrir et fait partie intégrante de la conception d'un bâtiment. On appelle souvent la toiture aujourd'hui la 5e façade. Je pense que c'est un des points forts aussi dans l'architecture contemporaine. Le toit n'est plus seulement utilitaire, n'est plus seulement fonctionnel. Le toit est pensé comme quelque chose qui participe de l'architecture d'une manière globale. Depuis des siècles, les hommes se sont mesurés aux lois de la physique et du génie civil pour construire des structures toujours plus incroyables avec les moyens du bord. De ces efforts résultent aujourd'hui de véritables trésors aériens dont la réputation a traversé le monde entier. Des charpentes ultra résistantes de bois et d'acier, parfois cachées et parfois apparentes, qui soutiennent des gigantesques toitures de verre ou de plomb de plusieurs tonnes depuis des centaines d'années. Des toits qui aujourd'hui sont de véritables bijoux de technologie inventés par des hommes dont les techniques ne cessent de s'améliorer pour repousser les limites des modes de construction. Des mégastructures intemporelles qui feront encore pendant de longues années de Paris l'une des plus belles villes du monde.